Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par Heineken et Oppo, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. La Ligue des Champions a repris ses droits. Phase de groupe qui débute ce soir. On est parti pour quelques belles soirées ensemble et on a déjà vécu de très belles choses au cours de cette première soirée qu'on va vous décortiquer au cours de ces prochaines minutes avec non seulement nos consultants, Massimo Lombardo et Bernard Chaland, mais également l'ensemble de la rédaction de Blue Sport puisque Daniel Romano et Stéphane Amoroso seront également présents. Messieurs, je vous salue tous en une seule fois et on démarre assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de buts à vous montrer. On va les passer tous en revue, ces matchs de la journée. On commence avec le groupe G, un groupe dans lequel il y a 3 équipes qui vont lutter pour les 2 premières places. Daniel Romano, pour Manchester City, ça devrait passer normalement. Mais entre Dortmund et Séville, ça risque d'être assez serré. Oui, absolument. C'est d'ailleurs Marco Reus qui l'a rappelé hier en conférence de presse. Il l'a dit, on se réjouit de commencer cette Champions League à domicile. Il faut absolument marquer des points d'entrée contre le petit pousset de ce groupe avant de se frotter au plus grand. Dortmund qui pouvait compter sur ses fans ce soir. Regardez ça. Pour la première fois depuis le Covid, le Signal Iduna Park a pu être rempli au maximum de sa capacité en Champions League. Les supporters du club de Bundesliga ont évidemment répondu présent. Sans le Zurichois, Gregor Kobel, légèrement blessé. Les Allemands ont joué avec Alex Meyer au but et le gardien numéro 2 s'est fait une belle surfroide d'entrée. On joue que depuis 22 secondes. Et Zeka envoie une frappe que Meyer est tout heureux de voir légèrement toucher son menton droit. Copenhague n'a pas de star, c'est une équipe très solidaire, très collective et pas forcément toujours facile à manœuvrer parce qu'elle tâtonne en bloc bas. Et sur l'une des seules sorties danoises, Niklas Süle intercepte, monte dans l'espace. Il donne son ballon sur la droite, regardez, à Brandt. Le numéro 19 du Borussia Dortmund envoie une passe laser dans un trou de souris. Le reste, c'est Marco Reus, la classe, la technique, le sang-froid. Premier tir cadré, premier but pour le Borussia Dortmund. On joue la 35e minute. Le verrou danois a sauté et pour le plaisir, on vous remontre la passe soignée de Brandt et la finition très propre de Reus, meilleur buteur de l'histoire du Borussia Dortmund en Coupe d'Europe. Ça, c'est l'occasion de la 42e minute et ça devient évidemment plus facile pour l'actuel co-leader de Bundesliga, la combinaison Guerreiro qui fonctionne à merveille. Ça va beaucoup trop vite pour les visiteurs qui concèdent le 2-0 seulement 7 minutes après l'ouverture du score. Le plus dur est fait pour les Allemands. Et on notera notamment que Reina, le passeur, est entré en jeu à la place de Hazard, sorti sur blessure. 46e minute, la grosse et la plus grosse occasion même pour les Danois, c'est ce corner. Christiansen depuis le côté gauche et la frappe ensuite de Leraguer qui voit Meyer lui interdire le but. 84e minute. Encore Dortmund qui va se mettre en évidence avec une action formidable. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue à une touche de balle. Ça devait arriver et c'était qu'une question de temps. 83e minute, 3-0. C'était une merveille d'action. Victoire indiscutable de Dortmund pour qui c'était le début d'une grosse semaine avant la réception de Copenhague de ce soir. Et puis 2 déplacements donc à Leipzig. Ce sera en championnat ce week-end et puis un déplacement en Champions League en Angleterre la semaine prochaine. Mission accomplie donc pour le Borussia parce que justement, il ne faut vraiment pas perdre de points face à Copenhague dans ce groupe. Et puis, avant d'entrer sur le terrain, Séville, qui recevait Manchester City, connaissait le résultat. Je pense que ça leur a certainement mis un petit peu plus de pression supplémentaire parce que Séville recevait justement l'un des prétendants, si ce n'est justement le favori de cette Ligue des Champions. Ouais, favori, c'est un euphémisme, surtout après l'arrivée d'un certain Erling Haaland, déjà auteur de 10 buts en 6 matchs de championnat depuis le début de la saison. Alors, il est évidemment titulaire dans cette rencontre, tout comme Manuel Akanji, le Suisse à peine débarqué de Dortmund, profite de nombreuses absences pour disputer son tout premier match avec les Citizens en défense centrale.
Les Anglais n'ont besoin que d'une vingtaine de minutes pour se mettre en jambe et ouvrir le score. Foden lance De Bruyne sur la droite. Le Belge centre ensuite pour l'inévitable Haaland qui se jette et profite de son mètre 95. La machine à marquer norvégienne inscrit son 24e but pour son 20e match dans cette compétition européenne. On revoit le petit coup d'œil de De Bruyne pour son nouveau coéquipier. On passe ensuite directement au début de la deuxième période. 49e, on retrouve le duo De Bruyne-Haaland qui combine. Ça va arriver maintenant. Voilà, les deux hommes qui se passent le ballon. Le Belge se retrouve ensuite en bonne position devant Bono. Mais le dernier rempart andalou détourne en corner. On peut déjà apprécier la bonne entente entre le Belge et le Norvégien dans cette partie. Les Sky Blues vont néanmoins doubler la mise 9 minutes après cette occasion. Joli relais entre Foden et Joao Cancelo dans les 16 mètres. L'Anglais laisse ensuite parler tout son talent pour mettre le ballon hors de portée de Bono. Il marque son 10e but pour son 37e match de Ligue des Champions. Et l'international anglais est omniprésent dans cette partie. On revoit encore son joli numéro dans la surface. Phil Foden sera encore à l'origine du 3-0 des Citizens. Ça se passe à la 67e minute. Il va à nouveau se retrouver en bonne position pour tester les réflexes du gardien espagnol qui relâche malheureusement devant lui. Et qui est là? C'est Erling Haaland qui ne marque pas le but le plus compliqué de sa carrière. Nouveau doublé pour le Norvégien qui laissera ensuite sa place à Alvarez pour les 20 dernières minutes avec le sentiment du devoir accompli. Et le 4-0 tombera ensuite comme un fruit mûr. Ce sera dans les arrêts de jeu. On va retrouver Mahrez, lui aussi rentré en cours de jeu. On va voir ce ballon qui va naviguer sur la droite. Il va pouvoir donner à Cancelo qui va prolonger pour Ruben Dias. C'est trop facile pour les champions d'Angleterre qui marquent pour la 4e fois cette saison au moins 4 buts. Manchester City s'impose sans forcer face à un faible Séville, toujours privé de victoire cette saison, toute compétition confondue. Il ne fait pas vraiment bon s'appeler Julen Lopetegui en ce moment du côté de Séville. Ouais, c'est un début de saison extrêmement compliqué là pour les Andalous. On va revenir quelques instants avec nos consultants sur cette ouverture du score signé Erling Haaland en première mi-temps parce que, messieurs, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est une action typique de City qui, l'année passée, ne se serait pas forcément terminée en but. C'est vrai, c'est vrai. Préparation de l'action. Voilà, on va la voir. Alors, ce mouvement souvent de Bruyne, en fait, du milieu de terrain du 8 dans cet espace, derrière la pression du latéral adverse vers le porteur du ballon, après un centre, et Haaland fait le reste. Oui, bon, c'est allé assez vite, mais ce qui est intéressant, c'est la course de Haaland d'une fois de plus. Il est dans une position d'attente. Il y a 3 défenseurs centraux. Il n'y a que deux bleus à ce moment-là. Et il arrive quand même à se défaire complètement. Et puis, il y a cette puissance, se jeter. Et ce serait... L'année passée, ça aurait été impossible avec les petits attaquants de City. Donc ça, c'est le plus de City cette année. Ouais. C'est aussi surprenant quand même de voir à quel point, sur le deuxième but marqué par Haaland, la défense ne le suit pas. Et pourtant, Dieu sait que si on a Haaland en face, on devrait juste pas le lâcher d'1 centimètre. Je pense que c'était le 3e, mais les trois défenseurs sont focalisés sur Foden qui est en train de frapper. Il lâche complètement le marquage sur Haaland. Bono qui repousse le ballon. Et lui, comme vraiment, qui a cette rage, cette faim de marquer. Il démarre à 200 à l'heure après la passe. On le voit démarrer pratiquement près avec les 2 défenseurs et ensuite s'écarter. Ça paraît un but tout facile, mais c'est certainement grâce à ce nez qu'il a et cette puissance pour aller devant le but. Bon, début réussi pour Erling Haaland en Ligue des Champions avec le maillot de Manchester City. Début réussi aussi pour Manuel Akanji, parce que finalement,
Alors ouais, ok, ça n'a pas été le match le plus compliqué de sa carrière. Hein. On ne l'a pas forcément beaucoup vu, mais il était là et la défense a bien tenu le choc. C'est bien qu'on ne l'ait pas vu, ça veut dire qu'il n'a pratiquement pas fait de faute. Hein. Séville ne s'est pas créé d'occasion. Et on connaît les qualités de relance de Akanji, ça aussi, sa sérénité dans le jeu. Et c'est très très bien pour lui d'entrer en Ligue des Champions, de gagner 4-0 à l'extérieur. Il a marqué des points aujourd'hui, certainement. Et Guardiola a dû apprécier sa prestation, parce qu'elle a été très style City, tout juste, sans force, facile. Donc pour moi... Ouais, vraiment, là, Akanji a marqué des points pour l'entraîneur. On va l'écouter, Manuel Akanji à l'interview. A lot. It's my first game here. The guys supported me really well, so they made it pretty easy for me. I'm happy for that. It was an intense away game, but I'm happy we could have kept the clean sheet and obviously the 3 points. Ça allait tellement vite, j'ai même pas eu le temps de me relever de ma feuille et puis de finir d'écrire. C'était son premier match, il était content. Ça a été un match où il était mis dans des bonnes conditions, évidemment très satisfait du clean sheet, donc du blanchissage de son équipe. Voilà donc dans les grandes lignes pour les propos de Manuel Akanji. Dans ce groupe G, on va jouer la semaine prochaine déjà, enfin comme dans tous les autres groupes d'ailleurs. Ce sera mercredi soir, le 14 septembre, avec un Manchester City qui recevra Borussia Dortmund. Hollande face à ses anciens coéquipiers. Je pense que ça sera une thématique de discussion dans notre avant-match. Et puis, Séville n'aura pas le droit à l'erreur en se rendant au Danemark. Parce que ça, ce sera un match coup près en vue de la deuxième, voire même de la troisième place pour les Espagnols. Le groupe est maintenant avec deux équipes qui sortent du lot et dont on attendait qu'elles se qualifient. C'est Milan et Chelsea. Deux équipes en déplacement aujourd'hui. Attention donc à la peau de banane. Et on commence avec le champion d'Italie qui était en Autriche ce soir, opposé à Salzbourg. Et c'est Loïc Refait qui nous résume tout ça. Salzbourg et Noah Okafor comptaient bien réussir leur entrée face aux Milanais dans un stade à guichet fermé. 28e minute, le Suisse est au rendez-vous. Il hérite du ballon dans la surface de réparation et remporte son duel face à Pierre Kaloulou qui se prend les pieds dans le tapis. L'international helvétique assomme des Milanais pourtant dominateurs jusque-là. Les Rossoneri doublement coupables sur cette première intervention inefficace de Benasser, puis le mouvement dégingandé de Kaloulou qui veut se tourner. À tort, 1-0 Okafor. Mais en toute logique, Milan redresse la tête. Les Rossoneri partent sur cette rare contre-attaque, jouant principalement jusque-là dans le camp autrichien. Raphaël Leao déborde sur le flanc gauche. L'homme transpire la confiance et trouve Saelemaekers au point de pénalty. Le Belge réalise un enchaînement contrôle-frappe parfait. Philippe Keun, le portier suisse, ne peut qu'effleurer le cuir. C'est un partout grâce en grande partie au travail de Raphaël Leao, déjà excellent lors du derby de la Madonnina avec un doublé victorieux. Ce Leao rappelle Mbappé, avait d'ailleurs titré la Gazzetta dello Sport. Alexis Saelemaekers, un des joueurs les plus en vue dans cette première période, est justement récompensé. Le Belge semble être au four et au moulin depuis le début de rencontre et n'a pas tremblé au moment de ramener son équipe à égalité. Mais les Autrichiens présentent de meilleurs arguments en deuxième période et se rappellent à leur bon souvenir qu'ils ont remporté tous leurs matchs de groupe à domicile la saison passée. Mais avec plus de réussite que sur cette reprise complètement loupée de Fernando. Le Brésilien, arrivé du Shakhtar cet été, manque une montagne et une occasion en or de donner l'avantage à son équipe. Les Rossoneri se mordront probablement les doigts toute la nuit sur cet ultime poteau au bout des arrêts de jeu. La frappe de Leao déviée vient mourir sur le poteau de Philippe Keun. Le score n'évoluera plus et on peut saluer la partie courageuse des Autrichiens. Les Milanais, eux, ont terminé à la dernière place de leur groupe la saison passée et cette contre-performance risque de trotter un peu dans la tête des joueurs de Stefano Pioli. Performance de Noah Okafor, le joueur suisse, vous l'avez vu marquer, ouvrir le score dans cette rencontre et on va maintenant l'écouter à l'interview. I think we can be happy and proud. I'm so proud of the team. It was a tough game, but in the end we are a really young team and we did it well in the end, and I think 1 point is deserved and now we can keep on working for the next steps, for the next weeks and the next games, and then we will see what is happening.
Content et fier de l'équipe. Ça a été un match difficile. Nous avons bien joué. Le point est mérité. Nous devons continuer à travailler en vue des prochains matchs. Et nous verrons ce qui va se passer. Voilà pour les propos de Noah Okafor, qui, même s'il a eu un peu de chance sur le but qu'il marque, a quand même bien joué le coup. Mais qui mérite cette chance parce que c'est un joueur qui, quand il rentre en possession, ne se pose pas de questions, qui veut percuter, qui est vertical. Et voilà, récompensé par ses efforts, oui, avec l'aide surtout du gardien qui n'était pas irréprochable dans son intervention. On s'intéresse maintenant à Chelsea avec ce match à Zagreb ce soir face au Dynamo de Josip Drmić. Faut-il le rappeler, le Suisse qui avait grandement contribué à la qualification du Dynamo pour cette phase de groupe. Stéphane Amoroso, vous l'avez suivi ce match. Oui, c'est vrai, Josip Drmić qui avait marqué le but décisif en barrage retour contre Bodø Glimt. C'était le 24 août dernier, mais il n'est pas titulaire aujourd'hui. Tout comme Denis Zakaria, côté londonien. Les Londoniens qui vont, sans surprise, dominer le début de partie, mais vont se faire surprendre dès la 13e minute. Ljubicic allonge sur Petkovic qui dévie de la tête pour Orčić. Le Croate résiste au retour de Fofana et peut battre Kepa pour le 1-0. Le meilleur buteur du Dynamo en Coupe d'Europe marche sur l'eau actuellement avec son 7e but lors des 8 derniers matchs. Chelsea, piqué au vif, continue de presser le club de Zagreb mais sans succès. Et ce sont au contraire les Croates qui se procurent une nouvelle occasion avec cette frappe du capitaine Ademi. Mais Kepa repousse devant lui. Le gardien de Chelsea, qui n'a plus joué en Ligue des Champions depuis décembre dernier, prouve qu'il a toujours une belle détente. Le dernier rempart anglais sera encore décisif à la 56e minute. Il va détourner une splendide frappe de Ristovski sur la transversale. Vous connaissez maintenant le scénario. Chelsea domine, mais les plus belles occasions sont pour le Dynamo. Et finalement, on en restera là puisque Chelsea n'arrivera pas à marquer malgré 8 minutes d'arrêt de jeu durant lesquelles Josip Drmić est entré en jeu. On peut vraiment dire qu'il y a eu comme un blackout de Chelsea contre le Dynamo ce soir. Ouais. Et ça, c'est la surprise. Ça, c'est la première surprise, oui, vraiment, parce que Chelsea, même s'ils n'ont pas été brillants en championnat d'Angleterre jusqu'à maintenant, a quand même un potentiel et un contingent assez exceptionnel. Bon, on a vu que la défense, surtout sur le premier but, la nouvelle charrière centrale à 3 avec Fofana, Koulibaly, bon, Azpilicueta qui est toujours là, a très mal joué le coup sur cette action-là. C'est inadmissible à ce niveau-là d'être battu sur un ballon comme ça pour les deux défenseurs centraux. Donc, c'est pas encore au point. Et puis, offensivement, avec la qualité et le potentiel qu'il a, finalement, ils n'ont pas eu beaucoup de vraies occasions. Donc, c'est une déception, Chelsea, là, sur ce match-là. Finalement, peut-être que ce groupe va nous réserver encore quelques surprises, avec Milan accroché pour ce premier match, Chelsea battu. Il faudra que les deux favoris de ce groupe réagissent dès la semaine prochaine. Milan recevra le Dynamo Zagreb et Chelsea accueillera Salzbourg. Le groupe F, il est assez ouvert finalement. Il y a certes le Real Madrid d'un côté, le tenant du titre, et puis 3 autres équipes qui vont tout faire pour aller chercher cette deuxième place qualificative. Là aussi, chaque confrontation directe est extrêmement importante et ça commence dès la première, comme celle qu'a suivi Loïc Refait entre Leipzig et le Shakhtar Donetsk. On entre directement dans le vif du sujet. Voici le but gag de cette première soirée de Ligue des Champions. Un futur collector. Les Allemands sont à l'attaque, mais Schlager doit jouer avec son portier. Peter Gulácsi, capitaine et gardien de Leipzig, ne montre pas le bon exemple en prenant beaucoup trop de temps pour jouer avec sa défense. Son toucher de balle est une offrande que Marian Shved ne se prive pas d'accueillir à bras ouverts. On peut encore se demander pourquoi Gulácsi a pris autant de temps. Les choix étaient nombreux, mais à force d'hésiter, il tire toute son équipe vers le bas en commettant cette immense bourde. Leipzig connaît bien des difficultés en ce début de saison et les stigmates semblent profonds. Le Shakhtar, en revanche, n'allait pas se priver de ce cadeau. Les Ukrainiens ont retrouvé le chemin des terrains fin août uniquement après avoir été privés de compétition depuis le début d'année. Les Allemands referont surface un court moment dans cette partie bien terne, à l'heure de jeu. André Silva fixe bien, admirez la déviation tout en finesse de Szoboszlai et la finition de Simakan, le latéral monté aux avant-postes. Leipzig y met du cœur, mais Leipzig semble bien limité dans le jeu. Cette égalisation n'est pas contre le cours du jeu, mais, il faut le dire, très bien payé, un partout.
Mais la réponse est immédiate des Ukrainiens. Marian Shved, déjà buteur, tente sa chance à l'orée des 16 mètres. Sa frappe est doublement déviée par Orban et Diallo. Goulachi est pris à contre-pied et les Allemands retournent à la case départ en étant menés sur leur propre pelouse. Shved, déjà buteur à la 16e minute, réalise un doublé ô combien important pour une équipe qui traverse une période des plus compliquées. Tous les Brésiliens ont quitté le navire avec la guerre. Shved est rentré au bercail, rapatrié depuis la Belgique pour le plus grand plaisir des supporters. Leipzig n'a remporté qu'un seul match depuis le début de saison et ce n'est visiblement pas pour rien. Les Allemands font le maximum pour revenir au score et se découvrent logiquement, froidement et en 3 passes. Les Ukrainiens assomment la Red Bull Arena. Soudakov trouve le jeune Midrouk complètement seul qui peut inscrire son premier but sur la scène européenne. Sa frappe du pied gauche vient se loger dans le petit filet opposé et semble déjà condamner Leipzig à une défaite cuisante et probablement lourde de conséquences à domicile. On revoit la réussite du jeune Mudryk dont je viens d'écorcher le nom. 85e minute, boire le calice jusqu'à la lisse, l'expression adéquate pour décrire la rencontre des Allemands. Mudryk venait d'inscrire le 3-1, c'est lui qui délivre la passe décisive sur le 4-1 de Traoré qui venait d'entrer en jeu. Ce Leipzig de Domenico Tedesco a du souci à se faire. On est très loin du 8e de finale contre Liverpool d'il y a 2 saisons et la demi-finale contre Paris semble désormais ne faire uniquement office de relique poussiéreuse dans l'armoire à souvenirs. Victoire 4-1 du Shakhtar, très bonne opération à Leipzig. Et on va s'arrêter maintenant quelques instants sur le tenant du titre, le Real Madrid, qui avait connu la saison dernière, on s'en rappelle, un début de campagne assez compliqué. Oui, c'était lors de la 2e journée. C'est cette défaite surprenante à domicile contre le Sheriff Tiraspol. Ça, on s'en souvient. Par contre, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que sur le reste de cette phase de groupe, le Real avait remporté les 5 autres rencontres. On a donc quitté le Real sur le toit de l'Europe à Paris. On le retrouve ce soir à Glasgow, chez le champion d'Écosse, le Celtic, de retour en Champions pour la première fois depuis 5 ans. Dans une ambiance fabuleuse, Sandro Scherer au milieu était l'arbitre suisse de la rencontre du Celtic Park ce soir avec Fedaï San à la VAR. La première occasion est écossaise, 13e minute, sur un corner en sa défaveur. Le Celtic se concocte une véritable chance de but en 3 passes avec une ouverture géniale de Jota pour Abada. Mais le tir de l'Israélien n'inquiète pas Thibaut Courtois. La pression écossaise est intense, sous l'impulsion d'un public extraordinaire. 2 occasions à vous montrer en quelques secondes. C'est la 20e minute. Il y a d'abord la frappe d'Atate repoussée par Courtois. Et puis quelques secondes plus tard, sur une passe en retrait de Giakoumakis, McGregor va tenter sa chance. Regardez, la frappe va s'écraser sur le poteau madrilène. Carlo Ancelotti va devoir se passer de Karim Benzema à la demi-heure. Le meilleur buteur de l'édition précédente quitte ses coéquipiers, touché au genou droit. KB9 remplacé par Eden Hazard, dont le frère est également sorti sur blessure quelques heures plus tôt à Dortmund, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eden Hazard impliqué sur 7 séquences où il est victime d'une faute de l'ancien lausannois Moritz Jens qui, en l'espace de quelques mois après son départ de la Tuilière, aura quand même joué contre Messi en Ligue 1 avec Lorient et contre le champion d'Europe en titre en Champions League ce soir. La meilleure occasion madrilène arrive à la 40e minute. Passe de Carvajal pour Hazard. Le mouvement de Hazard est un peu étrange. Il arrive un peu trop tôt sur ce ballon. Il est trop attiré par le but pour se mettre dans les bonnes conditions pour être totalement dangereux. Hazard, on le retrouve. Regardez cette passe pour Vinicius qui part telle une fusée mais qui manque son duel avec le gardien adverse Joe Hart. À ce moment-là de la rencontre, un avantage du Real aurait été immérité. Ça, c'est l'occasion que j'aimerais vous soumettre. Regardez, Valverde depuis la droite pour Vinicius. Ça vous rappelle quelque chose ? Le but de la finale, forcément, au Stade de France, avec la passe depuis pratiquement le même endroit de la part de Valverde pour le joueur brésilien. Service 4 étoiles de Valverde, c'est 1-0 pour le Real. 60e minute, c'est la minute Luka Modric, celui qui, selon Carlo Ancelotti, reste l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, malgré son âge. Il aura 37 ans ce vendredi. On ne peut que donner raison au mystère. Regardez cet extérieur du pied dont Luka Modric a le secret. 2-0 pour les Espagnols qui ont fait le break. Et en fait, cette deuxième mi-temps est en réalité une démonstration du champion d'Europe. Kroos, Carvajal, Hazard, ça va tout seul.
Le Celtic est complètement éteint. Le Real, champion d'Europe, champion d'Espagne, leader de la Liga avec 4 victoires en 4 matchs, était trop fort pour les Écossais ce soir. Le Real qui ne figure finalement qu'à la 5e place des favoris selon les bookmakers. Il y a évidemment City, il y a Liverpool, il y a d'autres équipes devant. Il y a le PSG évidemment. Est-ce que ça vous étonne qu'on ne mette le Real qu'en 5e position? Non, qu'il y ait Liverpool devant le Real, je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, parce que lui, il met Liverpool vainqueur. Liverpool vainqueur. Bon. Donc il me trouve totalement d'accord. Donc le Bayern, City, Paris, Liverpool devant le Real. Bernard, je vous entends. Non, le Real vient juste derrière City. Je crois que le Real n'a pas beaucoup changé l'équipe. Les valeurs sont là. Et ils ont encore en plus, ils ont toujours un gardien qui fait les arrêts au bon moment. Ou encore qui a peut-être la chance de temps en temps, et le reste, ben voilà, les joueurs comme Vinicius, par exemple, sont capables de faire des différences à n'importe quel moment. Donc, tant que le Real fait 0-0, ben, c'est qu'ils vont gagner le match sur la fin. Donc, c'est une équipe qui va rester, qui va être là dans les derniers pour moi. Sans discussion. Le Real, Mike, qui a, sur les 10 dernières saisons, remporté 5 Champions League, la moitié des 10 Champions League mises à disposition quand même. Et je vous trouve très sévère sur la passe de Valverde. Seulement 4 étoiles, moi, je lui en mettais 5, directement. Vous avez parlé du gardien, Thibaut Courtois, décisif par moment. On va l'écouter à l'interview. Sí, seguramente. Yo creo que la primera parte ha sido difícil. Ellos arrancan muy fuerte, hay un ambientazo aquí. Después de mucho tiempo sin Champions, recibir a Real Madrid en la primera jornada, pues normal que ellos arrancan y es su manera de jugar. Y al principio, después de un minuto ya 2 corners, un tiro que para Militao. Yo creo que no empezamos del todo bien, pero también el palo nos salvó. Pero una vez que cogimos el ritmo del juego, la manera de jugar de ellos, yo creo que fue yendo mejor y el segundo tiempo hemos dominado. Así que al final yo creo que una victoria merecida, pero si ellos meten gol al principio nos puede costar más. Thibaut Courtois qui revient sur cette première mi-temps difficile. Il y avait une grosse ambiance à Glasgow. Et c'est sûr que ça a été compliqué. Ça n'avait pas bien débuté donc, pour le Real Madrid. Ils ont été sauvés par le poteau. Il en est bien conscient. Ensuite, le Real a pu déployer son jeu, a pu prendre les choses en main en deuxième mi-temps, dominer. Et donc, c'est selon lui une victoire méritée. C'est aussi un avis partagé ici sur ce plateau. Attention donc au Real Madrid qui se profile vraiment comme un prétendant à la victoire finale. Le Real Madrid qui, dans une semaine, recevra Leipzig pour la deuxième journée. Et puis, Celtic s'en ira affronter le Shakhtar Donetsk. C'est donc le programme de la deuxième journée de ce groupe F. Et on termine donc avec le groupe H. 2 favoris dans ce groupe, ou peut-être finalement plus qu'un seul, on ne sait pas. En tout cas, il y a le PSG, il y a la Juventus. On va en parler dans un instant de ce match. Mais il y a aussi 2 autres équipes dans ce groupe qui sont en embuscade. Au cas où, on ne sait jamais, notamment Benfica, puisque Massimiliano Allegri dit que la deuxième place se jouera entre la Juventus et Benfica. Bon, Benfica, c'est une équipe qui reste redoutable, toujours invaincue cette saison, alors que le Maccabi a quand même éliminé le champion de Grèce, de Chypre et de Serbie pour se qualifier, rien que ça. Mais dans ce match, il n'y a pas grand-chose qui s'est déroulé en première mi-temps. On va donc entrer en deuxième à la 50e minute pour voir le premier but tomber. Action rapide de Benfica, Grimaldo centre de la gauche pour Rafael Silva qui surgit pour toucher juste ce qu'il faut, ce ballon et battre le gardien Cohen. En une touche de balle, c'est magnifique. Ça va trop vite pour les Israéliens et Cohen ne peut rien faire. Grimaldo, on va le retrouver 4 minutes plus tard. Il va récupérer une mauvaise relance israélienne et ensuite décocher un tir de 25 mètres complètement inarrêtable pour Cohen. C'est un magnifique but qui permet aux Lisboètes de se mettre à l'abri dans cette rencontre. Il va s'en souvenir de son 3e but en Ligue des Champions, l'Argentin. Mais voilà, c'est tout ce qui se passera dans cette rencontre. 10e victoire en 10 matchs officiels cette saison pour le Benfica. Et puis le Maccabi Haïfa aligne un 7e match de suite en Ligue des Champions sans marquer le moindre but.
Et on passe maintenant à l'affiche, la grosse affiche de cette soirée, Paris Saint-Germain face à la Juventus, match qui se déroulait au Parc des Princes avec une équipe largement favorite. C'est le PSG et les Parisiens n'ont pas failli ce soir, en tout cas pas en première mi-temps, avec une ouverture du score très très rapide dès la 5e minute de jeu. Cette inspiration de Neymar pour Kylian Mbappé. Alors non seulement la passe de Neymar est plutôt sympathique et originale, mais la conclusion de Mbappé qui ne lâche pas d'une seconde et du regard ce ballon. Tout est parfait au niveau des courses, au niveau des gestes techniques. Et puis c'est vrai que la dernière passe de Mbappé, plus la finition, regardez, il suit le ballon des yeux et il met une frappe magnifique. L'équilibre aussi pour se trouver dans la bonne position et frapper le ballon du coup de pied. C'est remarquable. Le seul sursaut de la Juventus au cours de cette première mi-temps, c'est cette action de la 19e minute. Un très bon centre de Cuadrado que Milik va reprendre. Arrêt réflexe de Donnarumma. Ensuite, il y a Sergio Ramos à 4 pattes qui peut écarter le danger. Kostic qui n'arrive pas à cadrer. Mais disons que c'était un avertissement pour les Parisiens. Et la preuve que finalement, ce match allait véritablement se jouer à peu de choses. Même si, là, on pense que le PSG a fait le plus compliqué en marquant ce deuxième but par Kylian Mbappé. Là aussi, et on va le décortiquer dans un instant avec l'analyse, Massimo Lombardo. Mais cette défense de la Juventus, elle est complètement à la rue. Complètement passive, même sur le premier but. Alors la passe de Neymar est extraordinaire. Mbappé adore attaquer l'espace et Bonucci est totalement passif. Ici, la même chose. Mbappé peut recevoir le ballon, jouer sur Hakimi, être de nouveau à la réception sans être pris au marquage par 3 centraux, parce que la Juve a joué avec 3 centraux ce soir et pendant toute la première mi-temps, et Neymar, un peu moins Messi et Mbappé n'étaient jamais pris au marquage. On va le voir dans le détail maintenant avec l'analyse, justement le positionnement de cette défense de la Juventus. Dès le départ, hein, vraiment au départ de l'action déjà, on laisse beaucoup trop d'espace, trop de facilité. Et du coup, les Parisiens, ils jouent sans pression. Vous releviez tout à l'heure à la mi-temps, ils avaient presque un 100% de réussite dans les passes. Oui, parce qu'il n'y avait aucune pression sur le porteur du ballon, aucune agressivité. Ici, c'est Kostic aussi qui perd le joueur dans la profondeur. À l'occasion, c'est Hakimi. Mais on voit Mbappé comme quelle liberté a de recevoir le premier ballon, de jouer une petite passe en profondeur à Hakimi, d'être de nouveau à la réception dans son retrait. Et là, il est impeccable à la finition. Et vous avez à côté de vous un Daniel Romano dépité parce qu'il découvre les images. Parce que lui, il suivait le match du Real Madrid et il est en train de se dire... Ça doit être terrible, Paul. Quelle dèche cette défense de la Juventus. Non, mais on se demande si Turin est en Italie. Parce que... Quand même, la défense en Italie, c'est quelque chose. Ah, mais le foot a changé. Là, ils sont plus... Oui, mais si je les avais vus beaucoup attaquer, je pourrais encore admettre, mais là, je ne les ai pas vus attaquer et je ne les ai pas vus défendre. Et ce qu'on montre là aussi, c'est 5 défenseurs derrière le ballon. On se contente d'être derrière le ballon, comme les vétérans quand vous ne voulez pas sortir pour ne pas être éliminé. C'est un petit peu ça. Donc, sauf qu'après, il faut courir vers l'arrière. Après, il faut courir vers l'arrière et il faut tourner. Et là, ça va un peu vite. Surtout à une touche. C'est un peu ce que vous disiez sur Hollande tout à l'heure. On ne peut pas laisser une telle liberté à Mbappé non plus. En deuxième mi-temps, ça n'avait pas forcément très bien débuté pour la Juventus. Il y a eu une première séquence avec un tir de Neymar, qui cette fois-ci avait été arrêté par Perrin. Et puis, cette action qui aurait pu au final être le tournant du match. Parce que c'est clair que si Mbappé fait le bon choix, et là il ne le fait pas, c'est 3-0 et on n'en parle plus. Donc le bon choix, c'est probablement de décaler un bon ballon qui soit dosé à Neymar. Parce que c'est vrai que Bremer défend sur Neymar, mais là il peut la jouer. Voilà, probablement, il cherche son triplé et il met en difficulté son équipe. Et quand on n'enfonce pas le clou, on prend le risque effectivement d'avoir le retour de bâton. Et c'est ce qui va se passer 2 minutes après. 2 minutes après, c'est la réduction du score. Et là aussi, il y a de la passivité défensive. Sur là aussi, c'est quand même étonnant parce que Marquinhos, Kimpembe et Ramos sont quand même réputés pour leur force dans les airs.
Et ils ont été en difficulté sur ce match, toujours sur ces ballons aériens. Et encore là sur la tête de Vlahovic. De nouveau, une fois de plus, Vlahovic. En première mi-temps, ça a été pareil. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Et là, il faudra améliorer quand même cela parce que on peut pratiquement perdre 2 points sur ces situations-là, alors que la IU n'était pas très, très dangereuse quand même. Il y a eu cette possibilité encore pour Paris. C'était une belle combinaison entre le fameux trio offensif. Magnifique. Petite talonnade de Neymar. Mbappé qui sent que Messi peut jouer en profondeur, il attaque l'espace. Extraordinaire l'action. Quand on vous disait que ce match, finalement, aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, il s'en est fallu peu de choses pour que Locatelli, là, ne vienne encore tromper Donnarumma. Oui, parce qu'en deuxième mi-temps, PSG n'a pas marqué, n'a pas profité des occasions qu'ils ont eues. Et finalement, une équipe comme la Juve, quand même, il y a des bons joueurs, sont capables à 2-1, de dire oui, c'est encore possible. Et on se crée quand même 1 ou 2 occasions de but. Et Paris aurait quand même pu assurer son succès en faisant le break. Là, il y a une reprise de Neymar, fantastique arrêt de Perrine. Au final, Paris s'impose ce score de 2-1, donc non sans avoir transpiré un tout petit peu, parce que le contraste est saisissant entre un Paris quand même dominateur. Alors oui, peut-être que c'était aussi parce que la Juventus n'était pas génialissime ce soir, mais voilà, il y a eu un Paris ultra dominateur, peut-être effectivement à un moment donné, en excès de confiance. Nonchalant. Et tout d'un coup, le match peut tourner. Absolument. Alors c'est vrai que sur le 2-1, il y a un manque d'agressivité au marquage, mais aussi sur le corner joué à 2, on sait tout le danger qu'un corner joué à 2 peut amener, d'autant plus que celui qui reçoit le ballon, c'est Kostic, qui a une magnifique patte. Ouais, un petit peu... je dirais pas arrogant, mais ils ont baissé un petit peu en termes de détermination sur tout en deuxième mi-temps et ils se sont mis en danger. Et ils doivent une fière chandelle à Donnarumma, qui fait quand même 3 gros arrêts sur le match. Alors on a vu Perrine en fin de partie, mais quand même, avec Donnarumma un tout petit peu en dessous, c'était pas forcément une victoire. Les réactions à l'issue de cette partie, on commence avec le double buteur parisien, Kylian Mbappé. Non, on est content. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, même en fin de première. Je pense que voilà, on aurait pu faire un peu plus, mais voilà, on a fait l'essentiel. Je pense qu'on a réalisé quand même une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile. C'est aussi important de se confronter à ces grandes équipes en début de saison pour construire quelque chose semaine après semaine, d'avoir une Juve qui s'est montrée à la hauteur en seconde période. Ouais, on veut toujours se confronter contre les grandes équipes. C'est pour ça qu'on joue la Champions League. C'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer. Ces matchs où il faut montrer de la personnalité, où il faut montrer notre qualité. Maintenant, voilà, on sait maintenant ce qu'on doit travailler. On le savait déjà avant le match, qu'on avait des lacunes, mais on va bosser et on va essayer de faire de notre maximum. Et place maintenant au joueur de la Juventus, l'ancien du PSG, Adrien Rabiot. Déçu parce que effectivement les 20 premières minutes de la première mi-temps, on a été trop timorés, on est resté trop dans notre camp, on a eu du mal à ressortir, on les a laissés jouer trop. Plus satisfait sur la seconde période parce qu'on a montré un autre visage, on a montré d'avoir du caractère aussi. On aurait pu revenir au score, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais vraiment ouais, 2 mi-temps différentes, trop différentes, où il faut qu'on travaille aussi dessus parce que c'est pas normal. Analyse lucide de Rabiot. La Juventus doit s'appuyer sur cette deuxième mi-temps pour le match de la semaine prochaine notamment. Absolument, oui. Mais à mon avis, il doit améliorer aussi la qualité du jeu proposé parce que, oui, ce soir, il y a match jusqu'à la 93e minute, mais Paris est en difficulté sur les balles aériennes, sur chaque coup de tête, la Juve était dangereuse, mais le jeu proposé, cette emprise, voilà, cette capacité à s'installer dans le camp adverse est loin d'être acquise. La semaine prochaine, ce sera le match coup près pour la deuxième place, puisque la Juventus recevra Benfica et puis Paris ira jouer en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa. Ils partent demain déjà, je crois qu'ils y vont en char à voile, donc ça va prendre un petit peu de temps. Non, je plaisante évidemment, là ils ont le droit de prendre l'avion. Voilà, ça c'est les matchs qui auront lieu donc la semaine prochaine.
Ma petite question habituelle de fin de première journée et tout, qu'est-ce que vous retiendrez de cette journée? Et je fais un rapide tour de table avant de se quitter. Avec vous, Massimo. La victoire de Shakhtar Donetsk en Allemagne, parce que c'est vrai que la situation est très compliquée pour eux. Ils vont pratiquement jouer 6 matchs de poule à l'extérieur et c'est surprenant ce qu'ils ont proposé. Bernard. Moi, la confirmation du potentiel de City, oui, c'est vrai. Et de Haaland, on en a parlé. Et puis, je suis très content qu'Akanji ait pu participer à cela. Dani. Le but magnifique de Luka Modric, 37 ans vendredi. Je vais fêter mes 40 ans juste après. J'arrive pas à monter deux marches d'escalier à la suite. Vous invitez Carlo Ancelotti à Lani? Je l'invite, ouais. Et Stéphane? Moi, j'aurais dit comme Bernard City, mais je vais quand même aller sur le but de Grimaldo, quand même incroyable. Ce ballon récupéré à 25 mètres, cette frappe, superbe. Bon, on a retenu des choses, de belles choses, des choses différentes pour cette première soirée de Ligue des Champions. Ça continue demain, évidemment. Rendez-vous dès 20h15 et ce sera sur Bluezoom. On vous propose ce match en libre accès Inter-Bayern. Donc, c'est une sacrée affiche que vous pourrez toutes et tous suivre sur nos différentes antennes. Il y aura aussi l'entrée en lice du Barça, de Liverpool, de Marseille, qui est toujours une équipe très, très suivie en Suisse romande. Donc, il y aura de nouveau du beau spectacle demain sur ce plateau et sur nos différentes antennes. Merci beaucoup, messieurs, Dani, Massimo, Stéphane, Bernard. Merci. À demain, Bernard. Vous serez présent sur ce plateau avec Stéphane Anchaud pour les analyses de cette deuxième soirée de la Ligue des Champions. Merci à vous pour votre fidélité. Belle soirée et à bientôt. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par Heineken et Oppo, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.